Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National de la Moselle et c'est votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. On va commencer avec la Grande-Bretagne, confrontée à ses pires émeutes depuis 13 ans. Une semaine de manifestations violentes qui révèlent un malaise dans la société britannique, notamment autour de la question des flux migratoires. Quelle est votre analyse sur ce que traversent aujourd'hui nos voisins outre-Manche ? D'abord, je tiens à le dire, il faut condamner toute forme de violence et toute forme d'émeute. Ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, c'est condamnable, et notamment les violences contre les policiers. C'est condamnable d'abord de ceux qui manifestent contre l'immigration, mais aussi de certaines manifestations au cri d'Allah Akbar ou pro-palestiniennes qui utilisent malheureusement les mêmes méthodes. Mais je crois qu'il faut regarder ça en dehors du fait d'actualité comme un modèle aussi qui n'a pas marché, c'est celui du communautarisme. Vous savez, l'Angleterre a accueilli beaucoup de populations migrantes en faisant en sorte que chacun garde ses coutumes, parfois sa langue, ses traditions vestimentaires et religieuses, chaque communauté se superposant les unes à côté des autres. Eh bien, on voit bien que ce modèle ne marche pas. On est passé du l'un à côté de l'autre au fameux face-à-face, à la guerre civile pratiquement dans certains quartiers de Londres. On a même eu ce communautarisme qui a abouti à des élus municipaux lors des dernières municipales clairement islamistes crier Allah Akbar une fois leur élection prononcée. C'était un élu vert communautariste. Je crois que ça doit nous servir de leçon. Il faut garder le modèle français, le modèle de l'assimilation. J'allais vous poser la question, l'inquiétude des Britanniques autour de cette pression migratoire, est-ce qu'elle fait écho à celle des Français ? Oui, il faut y prendre garde parce que des politiques de gauche qui s'acoquinent avec l'islamisme et le communautarisme pour être élus, ça existe en France. Ça s'appelle la France insoumise. Les flux migratoires non contrôlés, ça existe en France. Malgré les beaux discours, c'est 400 000 migrants supplémentaires par an en France, c'est presque 700 000 au Royaume-Uni. Autant dire que c'est important. L'islamisme des frères musulmans qui s'infiltre partout, dans le sport, à l'école, dans la vie publique, eh bien ça existe en France. Donc si on n'y prend pas garde, de tels événements pourraient arriver en France. Souvenons-nous de ce qui s'est passé l'été dernier avec des émeutes qui étaient un peu différentes de nature, mais qui ont malheureusement meurtri la France. Je pense qu'il faut une politique migratoire ferme. Ne pas renoncer à notre modèle d'assimilation. Quand on arrive en France, on parle français, on s'instruit français, on adopte la culture française, on s'habille français et on adopte notre culture. Je pense que tous les renoncements, les uns après les autres, d'une certaine classe politique montrent bien ce que ça peut donner. Vous savez, il y a le modèle anglais, il y a un contre-modèle aujourd'hui, c'est le modèle suédois. Il y a une alliance aujourd'hui de plusieurs partis, dont des partis patriotes, qui font que pour la première fois cette année, il va y avoir plus de migrants qui partent que de migrants qui arrivent. La Suède, un pays généreux, un pays de tradition très ouverte, mais qui a sonné l'alarme. Je pense qu'il est temps de sonner l'alarme d'une migration qui n'est plus assimilable. Il faut le faire en France, il faut le faire vite. Malheureusement, sans gouvernement, ça va être difficile. Laurent Jacobelli, on arrive bientôt à la fin des Jeux Olympiques de Paris. Quel bilan vous tirez finalement de ce grand spectacle sportif pour notre pays ? D'abord, une grande fierté de voir que pour l'instant, nous sommes 4e au classement, je crois, des médailles, 14 médailles d'or, et puis beaucoup d'optimisme. Beaucoup d'optimisme parce qu'on voit que le génie français n'est pas mort, malgré une politique parfois compliquée, parfois même désastreuse, parfois même castratrice. Eh bien, il y a du talent en France, il y a du talent qui s'exprime à travers le sport, il y a même du talent industriel. Quand on voit que la flamme olympique a été fabriquée et laminée dans des aciers à Florange, dans ma circonscription, là où les hauts fourneaux avaient fermé sous François Hollande, tout ça, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir dans la foi, dans la nation, dans le patriotisme, de voir les Français qui se lèvent, qui sont émus au son de la Marseillaise, à la vision du drapeau français. Ça fait plaisir et puis ça fait taire tous ces Cassandres qui nous disent que la nation c'est fini, que la France c'est ringard et qu'il faut aller trouver la fierté ailleurs. Je crois que la fierté française et le génie français existent. Tout n'est pas tout rose. Dites-moi justement, est-ce que vous avez aussi redécouvert la capitale ces derniers jours avec les Jeux Olympiques ? Une ville plutôt sûre, une ville propre, avec des transports en commun efficaces. Mais comme quoi, quand on veut, on peut. Tout ce discours qui dit que finalement, il y a une fatalité dans l'érosion de notre service public, qu'on n'a pas les forces de l'ordre nécessaires, que cette organisation serait trop compliquée. Finalement, on voit bien que quand le service public fonctionne, quand les ordres sont donnés, eh bien, ils peuvent être appliqués. Même si le bilan n'est pas si rose que ça, en matière de sécurité notamment. Il est pas On ne si dit rose. pas merci Gérald Darmanin ? Écoutez, je crois on va lui dire au revoir bientôt, je crois, puisqu'il a dit lui-même qu'après les JO, il ne serait plus ministre. Non, mais globalement, la police a été bien organisée, il faut le dire. Nos forces de l'ordre ont fait un travail remarquable dans les rues, remarquable aussi dans les stades, puisque vous savez que beaucoup de médaillés et beaucoup de participants aux Jeux Olympiques sous la bannière française sont policiers, gendarmes, militaires, et font l'honneur à notre pays. D'ailleurs, je tiens à dire que cette communion entre la population et la police fait plaisir à voir, cette police qui a été tant décriée, notamment par la France insoumise. Mais il faut encore 45 000
policiers et gendarmes mobilisés, on le rappelle. Est-ce que vous pensez justement qu'à l'automne, la citrouille redeviendra carrosse? C'est une jolie expression. Mais écoutez, ça tire ses sources dans un conte très connu. Paris retrouvera sa délinquance, ses détritus, ses rames bondées comme avant? Écoutez, je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure. J'espère que non, mais je pense qu'on verra la différence, évidemment, entre les moyens mis en place aujourd'hui et l'après-Jeux Olympiques. Mais vous savez, déjà aujourd'hui, je tiens à le dire, tout n'est pas rose. Proche des sites olympiques, les agressions et les vols augmentent aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas le cacher. Et surtout, il ne faudrait pas que ces Jeux Olympiques, malgré toute la joie et toute la fierté qu'ils nous donnent, cette fierté d'être français, cette fierté de appartenir à une nation fière, qui sait se battre, cache et occulte les problèmes, parce que les problèmes français, ils continuent. Nous n'avons toujours pas de gouvernement, on a toujours un président de la République. On va parler de la politique et de l'après-Jeux Olympiques, ce qui va se passer à partir de lundi. Mais une dernière question d'abord sur ces Jeux Olympiques. Est-ce que on doit taxer les primes des athlètes olympiques? David Douillet, ex-judoka, a poussé un coup de gueule cette semaine contre cette taxation. Bruno Le Maire va dans son sens. Il dit, dans le prochain budget, on va retirer ces taxations. Mais qu'est-ce qu'il en sait, Bruno Le Maire? Est-ce qu'il sera encore ministre des Finances dans le prochain budget? Parce que là, ce qu'on est en train de comprendre, outre le fait qu'il faut ne pas taxer les primes des athlètes, et ça on peut le comprendre, et il faudrait en débattre à l'Assemblée nationale, ça me paraît tout à fait logique. Mais ça veut dire que Monsieur Le Maire se place dans la continuité, qu'il imagine que ce gouvernement ne changera pas. Or, il faut dire à Monsieur Le Maire, les Français vous ont dit au revoir, monsieur, il ne faut pas rester. Et sur le fond du problème? Non, sur le fond du problème, il faut que ça soit étudié, bien évidemment, dans le projet de loi de finances. Le 12 août. Voilà, la trêve des JO sera finie, la politique va reprendre ses droits, il sera temps pour Emmanuel Macron de choisir un nouveau Premier ministre. De quelle façon peut-il, selon vous, prendre en compte les résultats des urnes? Je crois qu'il y a deux résultats à prendre en compte. Le premier, c'est qu'il a perdu. Les Français ne veulent plus de la Macronie pour diriger la France. Et comment il va montrer aux Français qu'il les a compris alors? Alors, en changeant de gouvernement. Mais ça, maintenant, c'est son problème à lui, j'ai envie de dire. C'est pas nous qui allons lui faire son gouvernement. Il a, selon sa propre expression, lancé une grenade dégoupillée dans le monde politique français avec cette dissolution juste avant les JO. Maintenant, il doit entendre le cri des Français. Le cri des Français, c'est quoi? C'est que le Rassemblement national, aujourd'hui, est le premier parti de France. Nous avons le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Nous avons... Et vous n'avez pas un nom de Premier ministre à lui souffler, du coup? Mais ça, c'est pas à nous de le faire. Nous sommes... Non, pas du tout. Nous, on a été très clairs. Jordan Bardella a dit « Je serai Premier ministre » et nous avons la majorité absolue. Nous ne l'avons pas. Donc, nous ne voulons pas gouverner sans pouvoir appliquer notre programme. Mais le message qu'ont envoyé les Français, c'est quoi? Plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat et moins d'immigration. Le président de la République ne peut pas oublier ça et ne doit pas céder aux sirènes d'une extrême gauche qui, je le rappelle, avec la France insoumise, n'a aujourd'hui que 72 députés, c'est-à-dire moins que dans la mandature précédente. Dans les discussions qui se tiennent en ce moment, avouez-le, vous avez plus intérêt à ce que Emmanuel Macron démissionne. Non mais c'est pas notre intérêt qui compte, c'est l'intérêt de la France. Effectivement, face à une France qui va devenir ingouvernable, face à une France qu'il faut réformer en profondeur, il faut contrôler nos frontières, il faut arrêter avec l'immigration submersive, il faut plus de sécurité dans les rues, et les JO nous l'ont bien montré, il faut plus de pouvoir d'achat, baisser la TVA notamment sur les énergies, il faut des mesures de fond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sans un gouvernement aujourd'hui qui correspond aux attentes des Français? Ça va être impossible, ça va être pour les Français 3 ans très difficiles avec Emmanuel Macron. La logique, tiens, moi j'ai relu récemment des interviews entre Perfit et le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait dit à Perfit, si jamais il y a une dissolution et que je perds, je devrais partir. Évidemment, tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Je vous propose d'aller en Corse du Sud à présent. Le maire de Lecce a pris un arrêté interdisant les tenues religieuses à la plage, considérant que les tenues vestimentaires religieuses ostentatoires pouvaient être source de conflits graves, considérant aussi le climat de tension internationale actuel, notamment au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Cet arrêté, il a été finalement interdit par la préfecture. On comprend que ce qui est visé clairement, c'est le burkini. Est-ce que vous soutenez la décision qui avait été prise par le maire de Lecce? On parlait tout à l'heure de ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que notamment des gens ont eu un islam radical affirmé dans la société, qu'ils l'ont affirmé partout. Il ne faudrait pas que ça arrive en France. Et le port du burkini est non seulement le port d'un vêtement, mais une revendication religieuse et politique. Et ça, nous devons l'éviter dans une France laïque et une France républicaine. Et je comprends la décision du maire. Évidemment, ce qui est insoutenable aujourd'hui, c'est que certains et certaines se servent des coutumes vestimentaires pour faire avancer un agenda politique. La France n'est pas un État religieux et ne le sera jamais. La France n'est pas un État où la femme est inférieure à l'homme et où elle doit se cacher. La France est un pays d'égalité, un pays républicain, un pays démocratique et un pays laïque. Et par tous les moyens, nous devons le défendre. Sinon, nous deviendrons l'Angleterre, ce que nous ne voulons à aucun prix.
En Haute-Vienne, la coordination rurale appelle à tuer des loups et se retrouve dans le viseur en ce moment de la justice. Le syndicat agricole propose une prime de 1 000 € à quiconque lui ramène un loup mort. Il est donc accusé d'inciter à la commission d'un délit de braconnage et d'atteinte à l'environnement. Tuer un loup, je le rappelle, c'est encourir une peine de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors une fois que l'on a précisé tout cela, qu'est-ce que cette provocation nous dit finalement du désarroi que traversent les agriculteurs de la Haute-Vienne ? Mais bien évidemment, les agriculteurs de la Haute-Vienne se retrouvent face à des décisions que eux-mêmes ne peuvent plus appliquer. C'est-à-dire que par une bonne volonté, une bonne intention au départ, protéger les loups, je pense que personne ne peut être contre. Les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ces mêmes loups qu'on a voulu protéger se répandent partout en France, même dans des endroits où ils n'étaient pas initialement présents, et viennent attaquer leurs troupeaux. Vous savez, ces paysans, ils en ont ras-le-bol d'avoir face à eux des bonnes intentions qui nuisent à leur activité, des normes qui leur pourrissent la vie, des contrôles qui les empêchent de produire, des paperasses à remplir toute la journée et des injonctions toujours plus dures chaque jour qui leur empêchent finalement de gagner leur vie. C'est un cri de colère après des promesses du gouvernement qui ont été, je crois, tout à fait vaines. Tout ce qu'on leur avait promis est tombé à l'eau, a été mis à l'égout, et aujourd'hui ils se retrouvent dans la même situation qu'il y a 6 mois, c'est-à-dire avec les mêmes problèmes. Je crois qu'il faut écouter nos agriculteurs, ils nous nourrissent et il faut les choyer plutôt que leur mettre toujours plus de normes, toujours plus de lois sur le dos et les rendre finalement... les pousser à crier et à se mettre hors la loi. Il faut arrêter avec une écologie punitive. Il faut arrêter de considérer nos agriculteurs comme des empêcheurs de tourner en rond. Ils sont nécessaires, ils sont vitaux pour la France. Il faut leur dire et il faut leur prouver. Un mot rapide sur la question du Proche-Orient, où la moindre étincelle en ce moment menace d'embraser la région. Une semaine qu'Israël vit une sorte de veillée d'armes dans l'attente d'une riposte de l'Iran, qui l'accuse d'avoir tué le chef du Hamas à Téhéran. Une riposte qui pourrait tout aussi bien venir de son allié, le Hezbollah libanais. On vient d'apprendre qu'Israël acceptait de négocier à partir du 15 août. C'est le bureau du Premier ministre Netanyahou qui l'a annoncé. Est-ce que vous croyez que l'apaisement est encore possible dans la région ? Il le faut. Personne ne souhaite un embrasement. D'abord parce qu'Israël se retrouverait entouré d'ennemis. Vous les avez cités, l'Iran, le Hezbollah, qui évidemment veulent la fin d'Israël, comme le Hamas d'ailleurs. Il faut d'abord libérer les otages. Il est évident qu'Israël veut retrouver ses enfants, ses fils et ses filles, après le terrible pogrom, rappelons-le, du 7 octobre, fait par un mouvement terroriste, le Hamas, et nous devons veiller, nous, Français, évidemment à l'établissement de la paix, une paix raisonnable qui permette à Israël de vivre en paix, et demain d'avoir un État palestinien, mais aussi éviter d'importer ce conflit en France. Or, on voit bien que certains leaders politiques, et je citerai ici Madame Chikirou de la France Insoumise, qui a rendu hommage au leader du Hamas mort, Ismaël Haniyeh. Oui, exactement, essayent d'importer ce conflit. Pourquoi ? Pour flatter un électorat qu'ils imaginent acquis chez les musulmans. Précise qu'elle a publié un communiqué de presse. Oui, ils font toujours ça, c'est-à-dire que voilà, ils nous expliquent dans une story sur Instagram. Ils nous expliquent que le Hamas est un mouvement de résistance, ils invitent des terroristes à l'Assemblée nationale et puis après ils nous font oups, ouin, je ne savais pas, excusez-moi. Non, ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, c'est pas pour rien qu'ils brandissent des drapeaux palestiniens au sein de l'Assemblée nationale. Donc faisons en sorte que ce conflit ne soit pas importé en France. Essayons de propager l'idée de la paix en intérieur et à l'extérieur, plutôt que l'idée du tous contre tous. Il nous reste une petite minute. Un dernier mot sur le concert de l'une des plus grandes pop stars mondiales, adulée des jeunes aujourd'hui, Taylor Swift. 3 de ses concerts ont été annulés à Vienne en raison d'une menace terroriste très sérieuse. 2 personnes ont été arrêtées. Le principal suspect voulait commettre un attentat suicide à l'aide d'explosifs et d'armes blanches. Il a 19 ans. Il avait prêté allégeance au groupe État islamique. Ça nous rappelle que cette menace terroriste, aujourd'hui, elle est plus que jamais présente en Europe, avec des réseaux djihadistes qui trouvent finalement leur relais, qui recrutent parmi les jeunes via les réseaux sociaux. L'actualité est parfois tragique et parfois très parlante. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé d'Israël, on parle maintenant de Vienne. L'islamisme est l'ennemi de l'Europe. L'islamisme veut conquérir l'Europe par l'infiltration voulue par les frères musulmans et par le terrorisme. L'islamisme est le mal moderne qu'il faut combattre partout, dans la sécurité intérieure et au niveau international. L'islamisme doit être la priorité de nos gouvernants en Europe et en France. Et il faut des mesures très claires. Moi, quand je vois qu'il y a 4000 fichiers S étrangers en France qui peuvent passer à l'action du jour au lendemain, eh bien, il est temps de siffler la fin de la récré et de les renvoyer chez eux. Il faut se protéger de ce mal moderne et rétablir la cohésion nationale, une cohésion patriote, nationale et laïque face au fanatisme religieux. Et Laurent Jacobelli, nous arrivons à la fin de notre grande interview. Merci à vous. Merci à